d'abord c'est des regards, après c'est des insultes pendant le jeu. Et si vous réagissez, vous êtes pénalisé parce que c'est l'arbitre après qui vous donne un carton jaune ou rouge. Maintenant, pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec cette expérience-là, quels peuvent être les dangers justement de passer par des phases de racisme et comment on peut faire pour les surmonter? Il ne faut pas entrer dans le jeu, mais on est humain. Il y a ces regards, à la limite les regards on peut se dire peut-être que je me fais des idées ou quoi. Les insultes sont clairement là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Sur le terrain, tout le monde porte le même maillot. Mais dans la vraie vie, tout le monde ne joue pas le même match. Le sport, c'est la passion, la rigueur, le rêve d'une vie. Mais c'est aussi des mots qu'on encaisse, des regards qu'on supporte et des silences qui pèsent. Dans le football, ces réalités prennent une autre dimension. Derrière les cris du public et la beauté du jeu, certains vivent un tout autre combat. Bienvenue dans Nos vies, nos voix. Une émission qui explore nos histoires, nos émotions et nos réalités. Pour ce 3e épisode, nous parlerons d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, le racisme dans le football. Et pour en parler, je reçois Wolf Mbi, ancien joueur de foot. Son parcours raconte autant l'amour du jeu que la force qu'il faut pour exister dans un monde où, parfois, ta couleur parle avant ton talent. Bonjour Wolf. Bonjour Kelly. Bienvenue. Merci à vous. Merci d'être là parmi nous. Et pour nous accompagner dans cette conversation, nous avons le docteur et psychothérapeute Tchabou Djamani qui est là pour poser, comme d'habitude, les mots sur les sentiments. Bonjour. Bonjour. Alors, directement, nous allons commencer. Alors Wolf, dis-moi, parle-moi un peu de ton amour pour le foot. Quand a-t-il commencé? Si tu t'en rappelles, bien sûr. Absolument. C'est une grosse passion, déjà pour commencer. Dans notre famille, on est tous des footeux, comme on dit. On a tous joué au football. Ça a commencé déjà depuis tout petit, le premier ballon, les premiers pas, le ballon à côté. Et voilà, on grandit avec ça, quoi. Voilà. Et étant petit, tu te rappelles de qui étaient tes modèles, si tu en avais? Très bien, oui. Un de mes grands modèles, c'est Zinedine Zidane. Ça reste vraiment une icône. Pourquoi? Parce qu'il a un grand palmarès et parce que c'était quelqu'un de très humble. Et moi, j'aimais beaucoup voir les footballeurs dans le cadre du foot et aussi en tant que personne. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et c'est quelqu'un qui est très humble et voilà. Ah, ça fait plaisir. Je suis contente de savoir que je connais le footballeur. J'avais peur de ne pas savoir de qui on allait parler, que ça allait être un peu trop niche pour moi, mais je suis contente de savoir qui c'est. D'accord. Et alors, à ce moment-là, quel était ton rêve? Est-ce que tu te voyais percer dedans? Est-ce que c'était à ce moment-là juste un passe-temps ou... Honnêtement, et c'est une très bonne question, je pense que j'ai jamais joué au foot pour devenir un grand footballeur. Et évidemment, oui, j'avais quand même un très grand talent. Déjà depuis très jeune, j'ai commencé en club à 7 ans. Voilà. Et je me rappelle encore de mes premiers pas, mes premiers entraînements, mes premiers touchés de ballon en club. Et oui, j'avais vraiment l'amour du sport, quoi. Je m'amusais, je m'éclatais, comme on dit. Et au plus je commençais à monter en catégorie, au plus je commençais à voir que j'avais quand même un potentiel. Et les coachs le disaient aussi aux parents. Et mon père aussi, parce que c'est un ancien joueur. Il a toujours eu l'œil critique. Donc quand il venait voir les entraînements, c'était pas... Voilà, il allait toujours me motiver en disant que voilà, tu t'es bien entraîné, mais quand c'était mauvais aussi. Et ça, je pense, c'est quelque chose aussi qu'il faut quand même savoir le dire. Quand c'est bon, quand c'est médiocre, ou quand c'est mauvais, il faut le dire. Comme ça, voilà, on peut savoir comment évoluer, on peut mieux guider. Voilà, donc papa qui était toujours là et maman aussi, bien sûr. Donc voilà, ils ont toujours été là pour nous motiver dans le sport et voilà quoi. Il n'y avait pas trop de pression dans l'accompagnement, la motivation qu'ils mettaient autour de vous? Non, moi j'ai su toujours discerner ça en fait. Donc il y avait le coach qui était là pour me donner des directives par rapport au match ou comment il fallait performer sur la pelouse. Et puis à côté de ça, il y avait les parents qui motivaient. Mais moi j'ai toujours su discerner en fait. Et voilà, moi je voyais ça plus comme une motivation. Mes parents qui étaient à côté du coach ou peu importe là où ils étaient autour du terrain. Pour moi, c'était déjà, elle a tout, avoir ses parents à côté de soi pendant qu'on jouait un match, ça fait du bien, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça comme pression. Au contraire, ça me faisait du bien, en sachant que papa ou maman ou les deux seront là. Et voilà, c'est ça. Ma question, c'était pas est-ce que le fait qu'ils soient là était une pression? Je demandais s'ils ne mettaient pas une pression. Parce qu'il y a parfois des enfants où les parents sont derrière, ils doivent devenir le prochain Zidane. Et donc, on sort un petit peu du côté plaisir et passion, qui est super important et super bénéfique pour la santé mentale. Mais ça devient, il faut performer. Et là, on peut perdre quelque chose, justement. Désolé, exactement. Maintenant, j'ai compris. Effectivement, on peut perdre un peu son plaisir par rapport à
la manière dont les parents ils abordent un peu le sujet, mais on a toujours été libre, Ils nous ont toujours dit, écoutez, si c'est ça, c'est pas ça, ben voilà. Mais c'est vrai que, étant donné que mon papa il a quand même joué à un haut niveau, il a joué à Anderlecht et que c'était quand même professionnel, c'est vrai qu'il était aussi là pour détecter aussi nos talents et il disait toujours que voilà, il y a moyen de jouer comme ça, il y a moyen de s'améliorer. Et c'est vrai que des fois, oui, la limite, elle est très fine, donc on ne sait pas si on est encore dans le plaisir, on est dans le professionnalisme. Donc, mais moi, j'ai toujours voulu bien jouer, donc je suivais quand on est très jeune, on suit parce qu'on se dit, voilà, papa, il est là, il a joué avant moi, bah, il est le mieux placé pour me dire ce que je dois faire dans cette phase-là ou dans cette situation-là. Donc, mais au contraire, pour moi, c'était très beau, je l'ai toujours bien vécu. Et je me suis dit, voilà, ça touche à lui qui l'apporte et voilà quoi. Oui. Alors moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu t'es beaucoup amusé. Oui, c'est important. Oui, voilà, tu t'es aussi beaucoup amusé, tu as beaucoup apprécié le parcours, etc. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du côté un peu moins fun de la chose. Donc, est-ce que tu peux nous parler de vers quel moment tu as commencé à te rendre compte que peut-être il y avait une petite différence dans ton expérience à toi? Ben oui, déjà, physiquement, vous jouez déjà, vous évoluez, ou vous grandissez dans un environnement flamand. Moi, j'étais formé par KSK Beveren. Bon, c'était la grande équipe phare. D'ailleurs, c'est l'équipe là où il y avait beaucoup des Ivoiriens qui ont performé ici en Belgique. Donc, c'est un peu ça, c'était l'équipe. Mais voilà, quand on joue en équipe de jeunes, on voit déjà rapidement que ça commence déjà quand vous arrivez. Vous arrivez avec le bus ou vous arrivez avec les parents, ben, ça commence déjà par les regards. Les regards et... Voilà, vous avez votre briefing dans les vestiaires, le coach, il sait il va vous demander des choses. Et une fois que vous montez sur la pelouse pour l'échauffement, vous regardez déjà. Donc, voilà, c'est déjà les premiers regards qui ne sont pas déjà très, très agréables, les parents. Et c'est la peur parce que ils savent très bien que, voilà, il y a beaucoup d'Africains qui sont très bons au foot. Et donc, du coup... Au début, quand on est petit, on ne sait pas trop discerner. On se dit, il me regarde parce que je suis différent ou on me regarde parce que je suis peut-être mieux qu'eux. Mais après, voilà, une fois que le match commence... Mais maintenant, les regards, c'était les parents, est-ce qu'il y a ou bien les coachs, ou bien les autres joueurs, ou bien tout le monde? Ah, c'est tout le monde en même temps. Ok. Donc, vous montez sur la pelouse, vous voyez que, voilà. Et encore une fois, quand on est plus jeune, on en est moins conscient. Mais au plus on monte de catégorie, ça devient vraiment... flag, comme on dit, et puis vraiment des insultes, quoi. Pendant le jeu, oui. Et comment tu réagissais à ça, à ce moment-là? Ben, je ne me suis jamais embarqué dans ça, même pas dans le conflit. Je me suis toujours dit, écoute, le foot, j'ai jamais joué au foot, donc voilà. On apprend très vite aussi que, voilà, on est africain, on est une petite couleur. Voilà, c'est pas toujours agréable pour les autres par rapport à leurs actes, mais on apprend à gérer ça très vite, en fait. En tout cas, il faut être vraiment professionnel et il faut être... émotionnellement et mentalement très fort pour gérer ça, parce que sinon on peut se perdre et en général, ils essaient toujours de venir avec des choses pour vous déstabiliser, parce que d'abord c'est des regards, après c'est des insultes pendant le jeu, et si vous réagissez, vous êtes pénalisé parce que c'est l'arbitre après qui vous donne un carton jaune ou rouge, donc voilà, ils essaient quand même de vous déstabiliser, et si vous rentrez dans ce jeu, ils vous ont en fait, et c'est pas ça le but. Pardon. Il ne faut pas entrer dans le jeu, mais on est humain. Il y a ces regards, à la limite les regards on peut se dire peut-être que je me fais des idées ou quoi, les insultes sont clairement là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Parce que je veux bien que vous ne réagissiez pas, mais quand même... Une incompréhension quand on est jeune. Bon, après, quand on évolue, quand on grandit, on se dit en fait oui, il y a une incompréhension, mais c'est pas normal, ça il faut signaler. Et c'est difficile en fait, il y a une partie de jeu qui se joue, l'arbitre il s'est déplacé, les parents ils vous crient dessus. Voilà, entre l'insulte et le fait que l'arbitre puisse revenir, il y a un petit laps de temps. Donc, en fait, le problème par rapport à ça, c'est toujours comment on prouve que l'autre, que la partie adverse vous a insulté, qu'un parent vous a insulté. Donc, c'est là où il y a le problème. Et on peut aller signaler, oui, mais bon, quand l'arbitre n'a pas entendu ou c'est fait discrètement, c'est difficile. Et donc, oui, après on ramène ça à la maison, et puis il y a les débats avec les parents, on en parle, mais voilà, on essaie surtout de ne pas rentrer dans ce jeu parce que ça peut aller très loin. Et c'est aussi humain, pour revenir à ce que vous dites, c'est humain de réagir, mais à un moment donné, on se dit, voilà, on est juste là pour une partie de foot et on n'est pas là pour que ça escalade. Et justement, tu as dit que ton père joue aussi au foot, donc j'imagine qu'il est sûrement aussi passé par là. Oui. Est-ce qu'à la maison, il t'avait préparé à ça?
Ou ils préféraient te protéger de ça? Non, on a toujours été préparés par rapport à ça. Donc, ils ont toujours été ouverts à la discussion, que ce soit le racisme ou d'autres problématiques dans le sport. Donc, on nous a toujours dit, écoutez, vous êtes noirs, vous allez monter sur la pelouse, ben, attendez-vous déjà à certaines choses. Donc, on avait déjà été briefés, donc on savait que, voilà. Et alors, entre joueurs, est-ce que vous en parlez, entre joueurs noirs notamment, est-ce que vous en parliez entre vous ou c'était plus, écoute, ça fait partie du jeu, ben, on joue et c'est tout? Ben, quand il y a des choses qui se passent, ben, des fois on se regarde et on sait très bien, quand il y a un autre coéquipier de couleur, si je peux dire comme ça, qui se fait aussi attaquer, ben, on sait que voilà, on est encore parti pour une... ça va être un match très long, parce que de base on est là pour s'amuser, on est là pour jouer, et évidemment au fur et à mesure vous montez de club, vous montez de catégorie, les enjeux sont différents. C'est dommage parce que ça se voit aussi encore aujourd'hui au niveau professionnel. Quand vous avez un Balotelli qui veut tirer un corner et on lance de banane, on se dit voilà, ça s'arrête pas en fait. Et bien évidemment, les gens à convoquer, les gens qui doivent prendre des décisions, c'est la FIFA. Et oui, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de sensibilisation par rapport au racisme, mais voilà, ça continue toujours. Et je pense que voilà, moi aussi, je me sens aussi acteur, je me sens aussi... je sensibilise aussi de ma façon, à mon niveau, et j'essaie aussi d'en parler. C'est pour ça que je suis là. Donc, je pense que tout le monde peut contribuer à cette problématique-là. Et votre sensibilisation, ça consiste en quoi, votre sensibilisation à vous? Ben voilà, le fait que je suis plus joueur de foot, mais voilà, j'encadre beaucoup des jeunes, donc je leur parle beaucoup. Il y a aussi mon académie, CPP Academy, qui est là pour encadrer les jeunes joueurs, en général, de foot, de toute origine, mais surtout aussi de couleur, parce que voilà, c'est un problème aussi à gérer, surtout en Belgique. Voilà, malheureusement, voilà, c'est triste, quoi. C'est triste parce que ça peut casser beaucoup de rêves de jeunes filles, garçons qui sont ambitieux, qui veulent grimper, qui veulent vraiment, qui veulent juste s'épanouir, en fait, de base, hormis les enjeux professionnels ou l'envie professionnelle. Mais voilà, je fais ça de ma façon et j'essaie vraiment de les accompagner et voilà, de leur soutenir, quoi. Et aujourd'hui, je t'entends parler avec beaucoup de recul, beaucoup de maturité. Est-ce qu'à l'époque, tu voyais ça de la même manière ou bien tu rentrais quand même à la maison frustré, avec un peu de ras-le-bol, parlons français, parce que comme elle a dit là tantôt, on est humain, on a des sentiments et ça peut être, on peut se sentir un peu en mode j'ai plus envie de faire ça. Oui, surtout quand vous êtes dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de noirs, où vous êtes que, on va dire peut-être 3-4, voilà, vous vous sentez un peu visé. Et parfois, c'était quand même très triste parce que vous voyez que même vos coéquipiers, ils sont là, ils veulent vous soutenir, ils veulent vous aider, mais c'est un peu délicat et c'est un peu sensible. Je dirais pas délicat, mais c'est un peu sensible et c'est pas évident. Donc du coup, on rentre à la maison, on essaie d'en parler ou on n'en parle pas. Parce qu'on n'a pas envie de peiner les parents, on n'a pas envie encore d'en reparler, parce que pour nous, c'est déjà clair, mais on fait face par rapport à ce genre de situation. Donc, oui, on est un peu attristé, on est un peu peiné, et au final, on arrive à arranger ça, parce qu'on se dit, voilà, la semaine d'après, la semaine prochaine, on aura un autre match, et puis on verra bien, quoi. Donc, voilà, ça c'est... Voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaie de gérer ça en tant que jeune. Et justement, en tant qu'adolescent, donc, on traverse des phases, on devient un homme, etc. Est-ce que ça a eu des effets sur ta confiance en toi, en tant qu'homme en développement, étonnamment, jeune homme? Jamais. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, mais ça m'a jamais mis en doute, en fait. Donc, vous allez dire, en tant qu'adolescent, j'ai eu un petit switch de carrière, donc j'ai été footballeur jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, j'étais arbitre. Donc ça, c'est encore un autre statut. Donc ça, c'est encore différent, parce que voilà, c'est vous qui avez les commandes de jeu, donc c'est vous qui prenez des décisions. Donc des cartons rouges et des cartons rouges et des cartons rouges. J'en ai donné, effectivement. Et ça, c'est très intéressant parce que, voilà, encore une fois, on avait eu encore un débrief quand j'ai eu mon certificat, je me rappelle. Et je me rappelle encore de mon premier match, mon père m'a dit, en tout cas, j'espère que ça va bien aller. Je dis, non, papa, t'inquiète pas. Et non, j'étais fier de moi. Une fois que je montais sur la pelouse, je me sentais vraiment bien, en fait. Mais voilà, le public sait que c'est vous qui décidez et c'est là, il y a encore d'autres enjeux. Donc, parfois, ils pensent que vous favorisez une autre équipe parce qu'il y a peut-être plus de joueurs de couleur. Mais moi, je ne suis jamais rentré dans ce jeu. Mais il y a d'autres enjeux, il y a d'autres problématiques qu'on peut rencontrer encore à ce niveau-là. Donc voilà, mais j'ai toujours su bien gérer. Et oui, des insultes, on a tous entendu. Sale noir, retourne en Afrique. Mais
à ce moment-là, en votre qualité d'arbitre, si vous vous laissez influencer, vous perdez votre match et les joueurs vont sentir qu'il y a quelque chose. Donc, vous devez être là, être sûr de vous, ça rentre, ça sort. Et puis après, il faut poursuivre un club ou une équipe ou des responsables techniques, ben, c'est à vous de faire. De toute façon, j'avais cette compétence-là de faire un rapport. Oui. J'en ai fait. Mais voilà quoi. Et ces rapports ont un impact après ou pas? Ben, ce qui se passe quand il y a une situation quelconque, ben, vous envoyez un rapport à la fédération. Tout est digitalisé aujourd'hui au niveau du football. Vous envoyez un rapport à la fédération belge qui va avoir, en général, il vous convoque. Il vous convoque, vous, en tant qu'arbitre, en tant que référé, et les parties concernées. Et puis voilà, vous allez à la commission et carrément, c'est comme une structure. Voilà, c'est une structure comme au tribunal, quoi. Il y a un commissaire, il y a un procureur. Et voilà, vous faites un rapport, le rapport est lu sur place et voilà, ils vont voir s'ils vont poursuivre le joueur ou pas, vous expliquer un peu vos faits, donc il y a un débat et en général la décision est prise, parce que après vous repartez, la décision est prise avec le club, donc face au club et en général c'est des peines d'amende ou une suspension en général, 1 match, 2 matchs, 3 matchs, ça dépend des faits et une peine d'amende et puis voilà quoi. Moi, je voulais faire un petit commentaire par rapport à... Je suis impressionnée que, soit par vos capacités personnelles, on n'a pas tous les mêmes capacités de pouvoir faire face à la diversité, à la discrimination. Et puis, j'entends aussi, il y avait le soutien familial qui est aussi important. Mais tout le monde n'a pas ces capacités-là. Et alors, il y a un terme que j'ai découvert récemment. On parle de la charge raciale. On connaît la charge mentale, mais il y a la charge raciale aussi. C'est un peu tout ça de se dire, ok, je vais aller jouer, ok, je sais que je vais être insulté, enfin, il y a des chances que je le sois, je dois faire attention à ça, dans les noirs, il faut faire plus de ci. On arrive déjà chargé avec plein de choses avant d'être arrivé sur le terrain. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui nous prend de l'énergie, qui peut mettre notre confiance en nous en danger. Qui épuise émotionnellement déjà avant de performer. Et voilà, ça a vraiment un impact sur la santé mentale, tout ce côté de discrimination, et on en parle de plus en plus maintenant. Récemment, les Nations Unies ont encore fait une réunion sur ça, racisme, discrimination et tous les impacts. Parce que finalement, c'est quoi la discrimination? C'est une agression, quelque part, plus ou moins importante. Et donc, qui dit agression, dit impact sur la santé mentale. On peut avoir des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, de l'anxiété et des choses comme ça. Donc, c'est important de se dire, il faut que je me protège, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour que les choses aillent mieux? Parce qu'on porte, et si on parle du sport, on pourrait élargir le débat. Voilà, ce côté de charge mentale, c'est ce côté aussi, je connais les préjugés sur les gens de ma race, comment je fais pour ne pas les nourrir? Donc c'est une pression aussi. Je lisais un témoignage, une jeune fille, elle est avec ses copines, elle est un peu en mode stressé, il ne faut pas qu'on rie trop fort, parce que ça va être les noirs qui rient trop fort, mais c'est compliqué, on n'est pas libre. Voilà. C'est ça, quoi. On ne va pas tomber dans les clichés, mais en même temps, parfois, il n'y a pas que les noirs qui rient fort. C'est moi qui ris fort. Et puis, on n'est pas les noirs. Je suis moi. Peut-être que je ris fort, peut-être que je ne ris pas fort. Et je crois que c'est important, quoi, de pouvoir parler de ce poids, de se dire que, voilà, quoi, c'est pas rien et on ne doit pas juste porter parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est ta condition et c'est très, très injuste. Et ça a des impacts sur la santé mentale, surtout si on n'a pas cette force personnelle et l'entourage autour pour nous dire, allez, c'est pas facile, mais on est avec toi. Donc voilà, je voulais quand même le souligner. Et justement, je voulais parler de quelque chose. Je pense que c'est aussi encore assez tabou, en fait. Je pense que si ce thème ou cette thématique devient un peu moins tabou, il y a une facilité à en discuter, en dialoguer et il y a moins de pression, je pense. Je pense, déjà, pour commencer. Oui, c'est en train de bouger, mais très doucement, c'est encore tabou. Et pouvoir en parler et se défendre, on est un peu catalogué, ils sont des victimes, c'est susceptible. Non, je ne suis pas susceptible. J'en ai un peu ras-le-bol qu'on fasse des blagues. C'est pour rire, mais je n'ai pas envie de rire avec ça. Donc voilà. Donc du coup, il y a ce côté, j'ai pas envie de vivre ça, mais en même temps, si je m'en plains, je suis encore pointée du doigt, c'est moi la victime. Donc c'est vrai que c'est encore tabou, c'est pas évident, mais je crois qu'il faut continuer, comme vous faites, à la sensibilisation. Et voilà, pour pouvoir avancer et être un peu mieux, que nos enfants dans 30 ans ne soient pas en train de raconter la même chose que nous aujourd'hui. Exactement. Justement, pour rebondir un peu sur ce que le docteur a dit, est-ce qu'à un certain moment, tu trouvais que tu devais performer peut-être 2 fois plus que les autres pour être soit pris au sérieux ou pas du tout, justement, tu le disais, justement, on dit que les Noirs jouent bien au foot, donc moi, je suis Noire, donc je joue bien au foot. Ça, c'est un bon préjugé, ça.
Ça, par contre, pour répondre à votre question, ça, je l'ai eu au niveau des études. Au niveau, pas peut-être dans le foot, parce que ça, c'était, voilà. Bon précisé. C'était un peu acquis, donc oui. Tant mieux. Oui. Mais dans les études, parce que voilà, mes études supérieures, je dirais, comme j'ai fait du droit, voilà. Donc on ne sait pas comment, si le prof sera de bonne humeur ou voilà comment il va corriger ou est-ce que voilà il y a plein de est-ce que je vais réussir même si j'ai étudié. Donc nous déjà à la maison on nous disait toujours voilà il faut toujours donner en fait faire x2 pour avoir un minimum et on grandit avec ça. On se dit ok peut-être voilà par rapport à ton collègue de classe laisse-le tranquille, toi tu dois faire beaucoup plus que pour lui, beaucoup plus. Donc voilà, on grandit avec ça et à un moment donné, oui, des fois ça devient un peu, on se dit mais pourquoi je dois toujours faire plus, je suis juste moi, pourquoi je ne peux pas juste donner ce que j'ai et voilà, sans ce plus derrière. Mais bon, voilà, on veut de bons résultats, on veut avoir son diplôme, donc on se dit on va tout donner et puis voilà, et des fois oui, ça devient, c'est épuisant en fait, on se dit pourquoi on a toujours donné plus alors que moi je donne ce que j'ai à donner et puis voilà quoi. Donc. Mais justement par rapport à ça. Tu es né en Belgique, tu as grandi ici, donc est-ce que tes expériences avec le racisme ont commencé dès le plus bas âge ou ça a commencé dans le foot? Honnêtement, ça a commencé dans le foot parce que voilà, je suis né ici, l'école où j'ai commencé la maternelle, c'était assez mixte en fait. Donc géographiquement, j'ai habité d'abord Anvers. Anvers, c'est assez mixte. Et à l'époque, voilà, quand j'étais là, il y avait de tout. Il y avait des Somaliens, il y avait des Nigériens, il y avait un peu de tout des Congolais. Donc, on ne sentait pas ça. Certes, il y avait des Belges et tout, des Blancs et tout, mais on ne sentait pas ça. On a vraiment eu ce ressenti-là qu'on a déménagé. On est parti en Flandre orientale, à Beveren. Et c'est là où on est arrivé vraiment, on faisait parmi les premiers Africains de couleur qui ont acheté une maison, qui allaient vraiment à l'école. Et vraiment, limite, on nous regardait comme si on allait porter des raffias, quoi. Donc, des fois, c'était un peu marrant. Mais voilà. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Voilà, et je me rappelle très bien, on a déménagé en 2004. J'avais 9 ans, on déménageait, donc je suis passé de la 3e à la 4e primaire. Je suis arrivé à Beveren avec mon petit frère et ma sœur. Donc voilà, c'était un peu chaud quoi, au début. Voilà, tu es le seul noir, certes il y avait des métis, et métissés, il n'y avait pas énormément. Mais tout le monde te connaît, on connaît ta classe, on sait chez quel prof tu es. Donc en fait, sans le vouloir, tu es dans une situation où tu te dis, mais c'est chaud quoi. Mais bon. On avait vite compris, on dit ok c'est comme ça, bon on avance. On n'est pas resté stagné sur ce problème-là. Donc on sait que c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, on attend jusqu'à ce qu'on puisse quitter cette école en bonne et due forme quoi. Et puis voilà. Mais après voilà, il y a la secondaire aussi. Donc tu as ton certificat d'école primaire et après voilà, on te dit que voilà, tu peux aller en secondaire, Dieu merci, ça, tu passes et puis tu arrives dans une école où tu es le seul noir. Donc, et encore, ça allait parce que j'en connaissais beaucoup du foot. Mais à un moment donné, voilà, oui, inconsciemment, tu as une certaine pression, en fait, physique, psychique, ça peut-être, à terme. Mais voilà, elle est là, quoi. Donc, tu es là, tout le monde te connaît, on connaît ton nom, on sait ce que tu fais, on sait dans quel club tu joues. Sans doute, les profs, dans la salle de profs, peut-être ils parlent de toi. Parce que, ah oui, on a un Africain dans la classe, et bon, voilà. Après, voilà, donc on sait que c'est comme ça, on avance. Et c'est quoi la pression physique? Ben oui, tu rentres, et je me rappelle très bien, la première fois que je suis rentré en secondaire, d'ailleurs, je suis rentré en décalage parce que j'étais encore dans le sud avec les parents, on était en vacances, et j'étais déjà stressé en fait. Et j'ai compris que j'étais stressé parce que techniquement, je pourrais être peut-être le seul Africain dans l'histoire en fait. Et non stressé par rapport à la rentrée, parce que la rentrée, voilà, on sait que ça arrivera. Et je me rappelle ce jour-là, quand je suis arrivé, avec quelques jours de décalage, on a toqué à la porte, donc ma maman m'a laissé en bas, sur le palier, je suis monté avec une coordonnatrice de l'école, je m'appelle, elle a frappé à la porte s'est ouverte, et je voyais tout le monde qui me regardait en fait, et c'était, déjà tu rentres dans une nouvelle école, une nouvelle classe, et je regardais, en fait j'ai eu un réflexe pour voir s'il y avait, et j'étais le seul, je disais, ok d'accord, bon, on rentre, voilà. Je me suis, voilà, j'ai pris mes affaires et voilà, on sait dans quelle aventure on rentre en fait. Et justement, ce réflexe de scanner les endroits et de voir s'il y a d'autres noirs, est-ce que c'est un réflexe que tu as jusqu'aujourd'hui? Non. À ce moment-là, peut-être oui, inconsciemment, mais ça, non. Ça, mais qu'est-ce que tu cherchais en fait?
un réconfort Oui, étant donné dans mon contexte, vu que j'étais déjà passé par une école primaire où il n'y avait déjà pas de noir, on va dire noir, et voilà, on veut juste s'assurer pour voir si est-ce que je vais être le seul dans cette situation-là ou pas. Et quand, voilà, on a un scan, on regarde si je suis le seul et on se dit, ok, bon, ça va être la même histoire, bon, on avance, quoi. Et comme elle dit, chercher l'autre, c'est un autre on va être à deux, on va se soutenir. Oui, c'est une certaine solidarité africaine, afro, voilà. Se sentir peut-être à 2 ou à 3 et voilà, on se sent quand même un peu plus fort, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, on a l'impression que... Parce que donc, il y avait ce stress anticipatoire, la rentrée, et du coup, ok, ça va, voilà, c'est ce que je pensais, ce que je craignais peut-être, je suis le seul, et quoi, qu'est-ce qui se passe après? Ça s'apaise? Ça s'apaise parce qu'au final, voilà... C'est confirmé, puis voilà, on avance, quoi. On est là pour des résultats, on est là pour performer, on n'est pas là pour, limite, se faire des amis. En tout cas, ma façon de voir les choses, c'était comme ça. Je suis là à l'école pour étudier et pour avoir des résultats, pour passer. Je ne suis pas là pour jouer aux billes. Après, voilà, tant mieux s'il y a ça aussi, mais moi, c'était plutôt cette obsession-là de réussir pour avancer et en terminer, en fait. Ok. Ouais. Donc ça a toujours été comme ça, moi je suis là pour performer, je sais pourquoi je suis là et j'avance. Oui. Et alors, si on doit en revenir au foot, est-ce que, bon, on a un peu survolé, tu as dit il y a eu des insultes, des regards, est-ce qu'il y a une situation en particulier qui t'a particulièrement marqué? Ouais. Que tu peux nous raconter une ou deux expériences? Exactement. Oui. Honnêtement, j'ai pas vraiment eu de matchs difficiles parce que premièrement j'aimais ce que je faisais. Et étant donné que j'ai déjà été, dans le passé, j'étais déjà footballeur, donc j'anticipe mieux les phases, donc je sais comment je devais arbitrer. Donc j'avais vraiment ce feeling-là. Donc il faut savoir qu'être un arbitre sans avoir joué au foot, c'est encore différent. Et vu que j'avais déjà joué au foot, je sentais l'intensité. Donc au niveau des sanctions, j'avais le feeling, je pouvais savoir si c'était vraiment fait exprès ou c'était juste de la pure maladresse, en fait. Donc par rapport à ça, je gagnais déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'un jour, je ne vais jamais oublier, il y avait un match que j'avais arbitré, c'était vraiment la catastrophe. Quand j'ai dû arrêter le match, c'était des insultes de partout en fait. J'ai dû interrompre le match et au final, le club a appelé la police et on a dû couper en fait. Donc, c'était des insultes. Ils allaient en venir aux mains? Presque. Donc, on arbitre et le pire, c'était que, je peux même le dire, c'était un match entre Flamands. En fait, c'était un match en Flandre, mais il y avait une équipe qui était 100% de Flamands, et puis il y avait l'autre équipe adverse qui c'était des Flamands, mais d'origine turque, en fait. Donc, et c'est là que je me suis dit, mais c'est quand même dommage, avec un arbitre africain. Ça aurait pu avoir même un charme, en fait, apporter un charme en disant que voilà, il y a un arbitre africain, il y a une équipe un peu plus dominante flamande, et puis les autres, les Turcs, mais ça a mal tourné, en fait. Donc, j'ai reçu des insultes par ces Turcs-là, donc c'était grave en fait, c'était grave et je me suis dit non, moi, mon intégrité physique est en train de... Voilà, je me sens vraiment attaqué, donc je prends la décision à ce niveau-là, à ce moment-là, de couper le match et ça continuait. Donc j'ai été escorté jusqu'au vestiaire et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et là, on se dit que voilà, ils ont vraiment un problème en fait, il y a un souci, à un moment donné, il y a un souci, que voilà, quand on commence vraiment à t'insulter, que ça devient vraiment personnel. Mais néanmoins, je ne l'ai jamais pris... Personnellement. Oui, exactement. Donc je me suis dit, voilà, ils insultent ma fonction, ils insultent mes décisions, mais ce n'est pas vraiment moi qui veux l'insulter. Et du moment que tu sais faire la part des choses, je pense que le match est déjà gagné en fait. Donc c'est surtout un match mental qu'il faut jouer. Mais ça, je trouve ça important, ce que vous dites, de ne pas le prendre personnellement. Je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, mais ne pas prendre les choses personnellement. Ils ne parlent pas de golf, ils ne vous connaissent même pas. Enfin, ils connaissent la personne arbitre, mais il y a des insultes. Si on commence à les prendre pour soi, ben ça nous atteint encore plus profondément au niveau de la santé mentale. Donc vraiment, petite parenthèse, accord Toltec, c'est ne pas prendre les choses personnellement, faire de son mieux, c'est ce que vous disiez aussi. Moi, je donne ce que j'ai à donner. Voilà, ben, si j'ai pas plus, ben, je n'ai pas donné plus de toute façon. Et puis pour compléter, avoir une bonne parole, bien dire les choses, la façon de dire les choses, c'est super important, la communication. Et donc faire de son mieux, une bonne parole, pas prendre personnellement et ne pas interpréter.
Quelqu'un qui vous regarde quand vous étiez petit, on ne sait pas très bien pourquoi il nous regarde. Il peut nous regarder pour plein de raisons différentes, mais il n'y a que lui qui sait la raison vraiment pour laquelle il nous regarde. Et donc ça, c'est important. C'est une façon de se protéger aussi. Sinon, je pense que ce qui est vraiment aussi très compliqué, c'est tous les films qu'on se fait, toutes les choses qu'on se dit, qui prennent encore plus de place que les faits eux-mêmes. Et je rebondis aussi sur le fait, parce que j'aime ce que je fais. Ça, c'est aussi un peu votre boussole. Pourquoi je suis là ? Vous ne vous perdez pas dans d'autres préoccupations. Et je pense que ça, c'est aussi une forme de protection de vous-même, quoi. Mais docteur, est-ce que le fait d'interpréter, c'est vrai que c'est une manière de se protéger, mais est-ce que ça ne vient pas aussi de l'expérience ? Ça veut dire, j'ai tellement l'habitude qu'on me regarde parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis noire, que automatiquement, je sais que dans cette situation-ci, on me regarde sûrement parce que je suis noire. Est-ce que c'est mauvais d'interpréter dans ce... Mais ça dépend comment on va interpréter les choses. Si c'est pour l'interpréter, nous faire encore un peu plus de mal, c'est dommage. Je pense que, moi j'aime beaucoup la communication assertive ou dite non violente. On part des faits. Il me regarde, ça c'est un fait, tout le monde est d'accord, on voit, on peut prendre la caméra, on voit, oui, il me regarde. Mais pourquoi il me regarde? Il n'y a que lui qui le sait. Alors le fait qu'il me regarde, quelle que soit son intention, ça me fait quelque chose. J'ai une émotion qui est là, est-ce que ça m'étonne, ça m'inquiète, ça me fait quelque chose? Ça, c'est des choses que je sais, je le sens en moi, ce que ça me fait. Et puis, les émotions que j'ai, c'est l'expression d'un besoin. Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, peut-être que j'ai besoin d'être, consolée, j'ai besoin d'être apaisée ou des choses comme ça. Et si c'est quelqu'un avec qui je peux interagir, je peux lui faire une demande. Tiens, je vois que tu me regardes et moi, ça me met un peu mal à l'aise. Soit tu as un truc à me dire et tu me le dis, ou bien, je sais pas, peut-être tu devrais arrêter de me regarder, mais interpréter, en général, on interprète négativement. C'est vrai. Ouais, il me regarde parce que si, il pense que si, C'était juste un regard, ça devient une histoire incroyable. Et la personne pourrait même me dire, mais attends, je te regardais même pas, j'étais un peu les regards dans le vague et tout ça. Et donc, je pense que généralement, ça va être plutôt péjoratif d'interpréter les choses. Voilà. Mais ce qui a été bien ou intéressant dans le cas de Wolf, c'est que il a eu avoir cette, je sais pas si je dois dire, force d'esprit de surmonter ça, un peu d'être comme un imperméable. Ça existe, ça coule. Maintenant, pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec cette expérience-là, quels peuvent être les dangers, justement, de passer par des phases de racisme et comment on peut faire pour les surmonter? Les dangers, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je me sens attaquée, rejetée. Je me replie. Peut-être que je n'ai même plus envie d'aller à l'école, par exemple, ou d'aller au club. Donc je me replie. Je peux être plus déprimée. Je peux angoisser, donc moins bien dormir, manger différemment, peut-être beaucoup grignoter, donc des répercussions sur le poids, sur ma santé. Parce évidemment, si je suis toujours en stress, peut-être une personne qui a une sensibilité au niveau de sa peau fera plus d'eczéma ou peut-être plus de crise d'asthme. Donc vraiment avoir un impact au niveau de sa santé. Au niveau même physique aussi. Ça, j'avais répondu sur le mot physique tout à l'heure, mais je vais faire plus de crises d'âme, je vais peut-être avoir une immunité qui est moins bonne à force d'avoir toute cette pression, et donc je fais tous les virus qui passent à proximité, je les fais, et j'ai une mauvaise image de moi-même, et ça pourrait aller à l'extrême jusqu'à avoir des addictions, fumer, boire, ou que sais-je, et même si je suis tellement déprimée, peut-être avoir des idées suicidaires. Voilà. Et comment on pourrait se protéger de ça? Je pense que c'est important d'apprendre aux gens à être centrés sur eux et sur, comme je disais, la communication assertive. C'est un regard. Il ne faut pas directement aller dans une interprétation ou prendre les choses personnelles. Ce n'est pas si simple. C'est un travail à faire de pouvoir... c'est une espèce d'éducation émotionnelle aussi, finalement. C'est normal d'avoir une émotion. C'est normal que si on me regarde d'une façon que je considère comme mal, que je le vive mal. Après, qu'est-ce que je fais avec ça? Je crois que tu as utilisé le mot comme un imperméable. Si c'est un imperméable dans lequel il y a une stabilité, super, tant mieux. Mais si c'est un imperméable qui cache une tempête intérieure, ça va exploser un jour. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir cette paix intérieure parce qu'on exprime ce qu'on vit dans un environnement sécurisé. Si on a des parents, des amis, ou un thérapeute, ou un oncle, une tante, une grand-mère, que sais-je, déjà mettre des mots sur ce qu'on vit, je trouve que c'est super important. Et être entendu dans ce qu'on vit et faire ce travail de pacification intérieure. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, mais et dans le cas, là on a parlé par exemple d'un regard, mais dans le cas d'une attaque d'une attaque face à face, comment on gère ça? Au niveau, comment on gère ça? Déjà de pouvoir en parler.
en parler dans sa famille, pouvoir peut-être porter plainte, s'il le faut, voilà, de dire j'ai vécu ça, je suis légitime de me plaindre de ça, en espérant que la plainte va être prise au sérieux, parce qu'évidemment je me plains, mais si je ne suis pas entendue, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est un peu comme si ça venait un peu nier ce que j'ai vécu, mais en tout cas reconnaître ce qui s'est passé. On ne peut pas faire l'imperméable si on n'a pas cette capacité intérieure. C'est vraiment, j'ai vécu quelque chose, je l'exprime, voilà, je suis connectée à ce que j'ai ressenti comme émotion et je vais demander de l'aide. Si je suis stressée, il faut que je puisse parler de ça, apprendre à gérer mon stress. Peut-être par des techniques de respiration, par faire plus d'exercices physiques ou quoi, mais mettre des mots sur ce qu'on vit, ça c'est super important. Je crois que c'est vraiment la clé. Voilà. Et alors il faut trouver le lieu où on va pouvoir mettre ces mots-là. Et parfois, ça se fait en famille. On ne doit pas tous aller voir un thérapeute. Ça se fait en famille, on est entendu, on est encouragé. Il y a peut-être papa qui dit, mais tu sais, moi j'ai déjà vécu ci, je l'ai fait comme ça. On a peut-être des expériences qui sont proposées. Tout le monde n'a pas une famille qui soutient, malheureusement. Il y a des espaces, avec les écoles, il y a les PMS et des choses comme ça, où on peut avoir un professionnel qui peut aider. Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir exprimer ce qu'on a vécu et aux bonnes personnes qui vont nous conseiller. Je sais pas moi, il faut aller à la police, il faut aller chez le psy, il faut faire ci, il faut faire ça, pour être reconnu dans ce qu'on vit, quoi. Et alors, aujourd'hui, tu es aussi manager de jeunes joueurs, notamment ta petite famille, comme tu as dit, une famille de footeux. Comment ton expérience, comment tu la protèges de ça à travers ton expérience ? Avant de protéger, je pense qu'il faut d'abord en parler, dire que le problème existe, surtout à un niveau professionnel, les enjeux sont encore différents. Malheureusement, les gens, ils ont encore facile à se lâcher sur certaines choses parce que ils sont payés pour performer à un certain niveau, mais voilà. Donc voilà, j'essaie vraiment d'en parler et de dire que le problème, il est là, il existe, mais reste professionnel quand même avant tout. Et le plaisir d'abord, tu sais pourquoi tu es là, et profite en fait. Ouais. Et est-ce que c'est différent dans le football féminin ou c'est au même degré ou... Non, je dirais que c'est au même degré. Bien sûr, ce sont des femmes qui sont là sur la pelouse, mais le problème reste là. C'est pas moins grave. Le problème, il est là. Et c'est la même chose comme chez les garçons. Donc, il faut en parler et il faut juste en parler et la motiver. Et quand tu repenses à ton parcours, c'est quoi la plus grande chose que soit ça a forgé dans ton caractère ou que tu as eu à apprendre sur toi-même à travers ces expériences-là ? Déjà, quelque chose de positif, déjà, vraiment quelque chose qui est vraiment ancré en moi, c'est que je ne vais jamais rentrer dans le doute. Je ne vais pas me dire que je reçois des insultes, peut-être c'est moi qui est bizarre. Non, j'ai jamais... je sais encore une fois, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, s'ils accumulent ça avec le fait que, ils ont un souci au niveau de leur personnalité, ça peut être très compliqué. Et s'il y a le racisme qui vient encore amplifier ça, ils se perdent. Ils se perdent. Donc, moi, encore une fois, j'ai su discerner ça déjà depuis très, très petit. C'est ce qui n'est pas acquis, ce qui n'est pas donné. Mais moi, j'ai eu cette capacité-là. Et en grandissant, on relativise, en fait. On se dit que c'est des bêtises, en fait. C'est juste que l'autre, il ne te connaît pas. Et c'est, il y a des choses comme ça. Et... En tout cas, moi, je le vis bien, le fait d'être africain, surtout en Europe. Je n'ai aucun souci avec ça. Et c'est là où, quand on regarde derrière nous, on se dit, on vient de très loin. Et en étant enfant, ce n'est pas évident. C'est pas évident. J'ai aussi un petit frère qui a 15 ans, qui se retrouve dans la même situation où moi, je me retrouvais il y a un peu plus que 15 ans. Et je parle beaucoup avec lui. Donc, c'est le dialogue. Le dialogue, pas nier le problème, dire que le problème, il est là, mais surtout coacher et... lui donner des astuces, comment est-ce qu'il peut surmonter ces problèmes-là pendant le foot ou même hors du terrain, en dehors du terrain. Donc, Et je trouve ça important ce que vous dites, que finalement vous vous connaissiez, vous étiez au clair par rapport à votre identité, et vous avez dit, si on a ces problèmes personnels, je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais en plus du racisme, ça devient compliqué. Et ça, c'est vraiment important, de savoir qui on est, avec nos forces, nos qualités. Je suis africain, je suis ci, je suis ça, j'ai telle force, j'ai telle faiblesse, c'est super important. Ça me fait penser à cette petite histoire sur les réseaux sociaux d'un professeur qui montre un billet de, on va dire, de $100, qui dit qu'est-ce que c'est 100$, il le jette par terre, c'est quoi ces $100, il le chiffonne, mais c'est ça, je sais qui je suis. Tu me traites de ceci, tu me balances des pots de banane si tu veux, mais ça ne change pas ma qualité et mon identité. Et ça, c'est très important. Je sais qui je suis. Bon, ok, ça ne me fait pas plaisir ce que tu me dis, mais ça ne change pas ce que je pense de moi.
Ça, c'est vraiment super important d'avoir ce bagage-là. Voilà. Et vraiment, et comme vous dites, vous l'avez su assez tôt, vous avez cette grâce-là, voilà. Mais, et c'est vrai, parce que même encore adulte, tout le monde ne sait pas nécessairement qui il est, ne se connaît pas suffisamment, et donc finalement, quelque part, un peu tributaire de ce que les autres disent. On me dit que je suis bien, c'est génial. On me dit que je suis pas bien, finalement, je suis bien ou je suis pas bien. C'est pas l'autre qui va décider de qui on est. C'est facile à le dire comme ça, mais vraiment faire ce travail de qui je suis, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je peux améliorer. Mais c'est nous qui avons la clé, la clé, voilà. Sinon, si on la donne aux autres, ils vont nous faire trôner en bourrique et ça nous rend encore plus susceptibles de souffrir de discrimination et de tout ce qui peut nous arriver. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que, aussi dans le contexte professionnel, parce qu'après, il y a le foot et puis il y a la vie professionnelle, et ce que j'ai remarqué, en tout cas, de mon expérience, c'est qu'au plus les gens ils sont mieux formés, au plus c'est dans les petites choses, en fait. C'est dans les petites choses, par exemple, des petites remarques. Vous savez très bien écrire. Mais vous parlez très bien français, vous voyez. Donc, très cliché, mais c'est comme ça et on remarque que c'est dommage, en fait. C'est dommage, mais on fait attention. On se dit, OK, bon. Et on réagit toujours pas ? Non, parce que l'autre essaie peut-être de vous déstabiliser, encore une fois. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Et ça n'a jamais été le cas. Je me dis, voilà, OK. En fait, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai su mettre les gens dans des cases, en fait. Des situations dans des cases. Je me dis, OK, on est dans cette situation-là. OK, bon, vite rangé. Et on s'adapte. En fait, à chaque fois, c'est comme si c'est un match que vous devez jouer et vous devez adapter vos stratégies par rapport à l'équipe, par rapport aux situations. Donc le silence, pour toi, tu ne le vois pas comme une faiblesse, mais plutôt comme une force ? Oui, parce que parfois on veut vous piquer, on veut juste, ils attendent juste une réaction. Mais quand vous arrivez à nier, j'ai pas dit que nier c'est toujours la bonne façon ou la solution plutôt, mais parfois un silence est une réponse aussi. Oui, j'ai entendu, mais je ne rentre pas dans ce débat-là parce que c'est une débilité en fait. Voilà. Et alors, tu as eu à dire, parce que là tantôt je comptais demander, est-ce que c'est toujours la même chose dans le foot aujourd'hui, mais tu as mentionné que ton petit frère, qui aujourd'hui a 15 ans, vit un peu les mêmes choses que toi il y a 15 ans plutôt. Et si tu pouvais apporter une solution à comment essayer d'éviter ou de réduire ce niveau de racisme, etc. dans le foot, quelle serait cette solution pour toi ? Déjà, mêler tous les acteurs, que ce soit d'abord officiels, donc les arbitres, les joueurs, les entraîneurs, les accompagnateurs, les parents, surtout les parents. Parce que les parents, malheureusement, ils sont là pour motiver, mais ils sont là aussi pour casser. Et quand on est sur la pelouse, un parent qui crie, voilà, ça reste toujours un peu... C'est dommage, en fait, parce que les parents doivent être là normalement pour motiver, mais malheureusement, il y a encore trop de choses qui se passent autour des terrains. Et surtout sensibiliser les parents pour dire que voilà, vous abîmez vraiment, vous cassez vraiment les jeunes, en fait, surtout ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas ce discernement-là. Mais en gros, pour répondre à votre question, c'est vraiment inviter tous ces acteurs-là de sport, accompagnateurs, coachs, parce que tout le monde peut être touché. Vous pouvez être aussi un coach de couleur, vous pouvez être aussi une maman de couleur. Donc ça touche tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut impliquer toutes sortes de personnes, en fait. Donc, voilà. Okay. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, j'ai presque envie d'aller encore plus loin. Il faut commencer à la base. Moi, je pense que déjà, dans les écoles, on doit apprendre aux enfants que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous la même valeur, et c'est les différences que nous avons, c'est des richesses. C'est comme si on avait une boîte de couleurs avec que des crayons noirs. C'est moins sympa que la boîte avec toutes les couleurs. Moi, je crois qu'il faut vraiment aller à la source. Si déjà à l'école, madame fait 2 poids 2 mesures, ou bien celui-là, on rigole, mais lui, il est comme ci, mais on grandit avec ça. Exactement. Quand vous parlez des parents, ça vient de quelque part. Et donc, pour moi, franchement, il faudrait vraiment aller déjà dans les écoles, dans les églises, en fait, partout où on est ensemble, il faut qu'on puisse apprendre qu'on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes valeurs. On a des variantes, bien entendu. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, mais on a tous la même valeur. Et je crois que tout ce monde ensemble, au niveau politique aussi. Si on fait des politiques où, quelque part, il y a un message plus ou moins explicite qui fait comprendre qu'il y a des différences, il y a des gens qui sont moins valables que d'autres,
c'est écrit dans les politiques, pourquoi vous voulez que moi je fasse le contraire? Donc moi je crois que c'est vraiment quelque chose, c'est un mal qu'il faut aller extraire à la racine. Ça ne va pas se faire en une fois, mais de génération en génération, si on grandit en se disant mais mon pote il est de Somalie, l'autre il est de là, l'autre il est là, l'autre il est chrétien, l'autre il est ci, l'autre il est ça, et c'est normal. Je ne crois pas que des gens qui ont grandi comme ça et qui ont cet environnement-là, un jour ils se retrouvent sur un terrain et ils disent ouais, sale macaque, dégage de là. Je ne crois pas. Peut-être que je suis un peu rêveuse, je veux bien l'admettre, mais pour moi c'est vraiment à la racine, au biberon qu'il faut aller travailler sur ce problème de discrimination. Exactement. Voilà. Et alors, aurais-tu un mot de la fin que tu aimerais dire, partager, encourager quelqu'un? Oui, absolument. Ce que je dirais, c'est peu importe le racisme, peu importe ce que tu subis, ne te laisse jamais déstabiliser en fait. Ne te laisse jamais déstabiliser, sois sûr, sois fier de qui tu es et fonce en fait. La vie est belle et il y a plein de choses encore à découvrir. Un très beau message de la fin. Merci beaucoup, docteur. Une conclusion aussi Je trouve ce message très très beau, très encourageant. Fonce, et puis si tu tombes, n'hésite pas à demander de l'aide, ça c'est important aussi. Oui, je pense que je vais m'aligner sur le message de Wolf, et à chacun à son niveau. On est tous acteurs et il n'y a pas de petite action. Faire ce qu'on peut, à chacun à son niveau. Et voilà, et comme on dit, je crois que les petites rivières font les grands ruisseaux, je sais pas, enfin bon, bref, toutes ces petites choses-là vont finir par faire quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Voilà. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. En tout cas, merci beaucoup Wolf d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ce beau message que tu as partagé et aussi d'avoir éveillé les esprits. Et aussi merci pour ta force. Elle était très inspirante. C'est beau de voir des personnes qui ne se sont pas laissées abattre et qui ont accompli de grandes choses. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup docteur pour la bienveillance. Comme d'habitude, vous avez su bien tout encercler et tout nous expliquer. Donc merci de nous avoir dirigés dans ce bel entretien. Merci beaucoup. Et alors merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé et d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. La santé sociale, beau l'amour, la santé physique, beau l'amour, c'est psychologique. La santé mentale, la santé sociale, la santé physique, c'est psychologique. La santé mentale.